Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins survivent en juillet grâce à Marianne Chassor, Jules Salomon, Alexiane Braun et Géraldine Mosna-Savoie, à la lecture des textes cette semaine Jean-Louis Jacopin, à la réalisation Somanina et Philippe Baudouin, avec aujourd'hui à la prise de son Pierre Mine. François Noudelman, quant à lui, vous donne rendez-vous à 10h50 pour son journal de la philosophie. L'invité de François aujourd'hui sera Hubert Tonka, qui vous parlera du livre de Baudrillard, Vérité ou radicalité de l'architecture. Dernier temps aujourd'hui de notre semaine sartrienne. Après le garçon de café dans L'être et le néant, le joueur de football dans la critique de la raison dialectique et l'intellectuel fictif ou engagé, c'est aujourd'hui à partir d'un texte beaucoup lu mais souvent controversé qu'Arnaud Thomès vient vous présenter la figure de l'humaniste dans la pensée de Sartre, tel qu'il est défini dans L'existentialisme est un humaniste, publié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le 28 octobre 1945, Sartre nous convoqua. Ce fut une ruée. Une foule énorme battait les murs d'une salle exiguë. Comme les issues étaient bloquées par ceux qui n'avaient pu pénétrer dans le sanctuaire, on entassait les femmes évanouies sur un piano à queue. Le conférencier, follement acclamé, fut porté à bout de bras jusqu'à sa table. Cette popularité aurait dû nous avertir. Déjà, cette étiquette suspecte, l'existentialisme, avait été épinglée sur le nouveau système. Tombée au fond des boîtes de nuit, elle avait aussitôt polarisé une faune grotesque de chanteuses, de jazzmen, de FFI, d'ivrognes et de staliniens. Qu'était-ce donc que l'existentialisme? Nous allions l'apprendre. Le message de Sartre tenait en 4 mots. L'existentialisme est un humanisme, et de nous raconter une histoire de petit pois dans une boîte d'allumettes pour illustrer son propos. Nous étions atterrés. Ainsi notre maître ramassait dans la poubelle où nous l'avions enfoui cette ganache éculée puant la sueur et la vie intérieure, l'humanisme, et il l'accolait comme également sienne à cette absurde notion d'existentialisme. Et tout le monde d'applaudir. Improvisation par Boris Vian et son orchestre. Bonjour Arnaud Thomès. Bonjour. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Vous êtes avec nous depuis Strasbourg, en duplex. Depuis Strasbourg, vous enseignez la philosophie au lycée Fustel de Coulanges, en classe préparatoire. Et vous êtes l'auteur notamment d'un petit ouvrage publié chez Ellipse intitulé « L'existentialisme est un humanisme de Sartre ». C'est un commentaire très utile, je dirais très bien fait, du texte dont nous allons parler aujourd'hui. Donc je suis ravie de vous recevoir pour en parler. Le texte qu'on vient d'entendre, interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin, est un texte de Michel Tournier, tiré du Vent Paraclet de 77. Michel Tournier qui explique la déception d'une partie du public de la conférence de 45 qu'a donnée Sartre. Il faut dire aussi que Sartre est passé d'une critique radicale de l'homme, telle qu'on la trouve dans La Nausée, à une conversion à l'humanisme, ce qui déconcerte tout son public. Complètement, c'est vrai qu'il y a un retournement assez surprenant, puisque dans le texte de 1938, La Nausée, Sartre fait une critique radicale de l'humanisme de l'autodidacte. Je rappelle un petit peu la scène. Roquentin est invité à manger chez l'autodidacte et celui-ci lui confie la révélation suivante. Il est humaniste. Et Roquentin de commenter intérieurement la déception qu'il éprouve par rapport à l'humanisme qu'il dénonce sous toutes ses formes. Il dénonce l'humanisme du radical qui est très attaché aux fonctionnaires, l'humanisme
communiste qui date du deuxième plan quinquennal, ou encore l'humanisme catholique qui s'attache aux petites vies, qui trouve du charme dans la vie la plus misérable. Je crois que effectivement, ça a dû surprendre pas mal des auditeurs de Sartre, cette conversion à l'humanisme, parce que finalement, Sartre était parti d'un point de vue assez nietzschéen, dans la nausée, une forme d'individualisme radical, de position aristocratique. Et parler d'humanisme en 1945, ça semblait complètement en décalage avec ce qu'il avait pu dire dans la nausée. D'ailleurs, un des auditeurs de la conférence lui pose la question en disant qu'il a complètement changé d'optique. On pourrait finalement expliquer cette conversion à l'humanisme de deux manières. D'une part, par le parcours personnel de Sartre lui-même, hein, puisque Sartre, parti de cette position effectivement très aristocratique, très individualiste, a découvert le collectif, notamment lors de son expérience du Stalag pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a découvert la vie collective, et d'ailleurs c'est ce que lui reproche aussi Tournier dans le texte, hein, puisque c'est une analogie d'ailleurs assez étonnante. L'autodidacte a fait exactement la même expérience. Il raconte qu'il a été retenu pendant la Première Guerre mondiale dans un camp de prisonniers et qu'il y a découvert l'homme. L'autodidacte, c'est le personnage de la nausée, hein. C'est le personnage de la nausée. Voilà, c'est ce personnage qui est souvent d'ailleurs critiqué de manière assez caustique par Sartre. Bon, c'est un imbécile, c'est quelqu'un qui essaie de se former lui-même et qui acquiert une connaissance encyclopédique en partant de l'ordre alphabétique, en partant de la lettre A et puis en parcourant systématiquement toutes les lettres de l'alphabet. Donc il symbolise un petit peu l'imbécilité. Mais finalement, Sartre a fait exactement la même expérience, c'est-à-dire l'expérience de quelque chose qui est la condition humaine commune. Il en parle d'ailleurs dans la conférence en disant qu'il n'y a certainement pas de nature humaine, mais il y a une condition humaine. Et puis je crois qu'on peut aussi expliquer le revirement de Sartre d'une deuxième manière, c'est que finalement, bon, ce que rejette Sartre dans l'humanisme tel qu'il en est question dans la nausée, je crois, ce sont les bons sentiments des humanistes. Voilà ce qu'il reproche aussi bien à l'humaniste socialiste qu'à l'humaniste radical ou à l'humaniste communiste. C'est finalement une position qui est fondée avant tout sur des sentiments et qui pose de manière assez irrationnelle l'homme comme valeur. Or, effectivement, si on lit de près l'être et le néant, ça ne s'oppose absolument pas à une position humaniste, dans la mesure où ce que Sartre appelle le pour-soi, c'est-à-dire la conscience, c'est quand même la conscience d'un homme. Et ça renvoie quand même au concept d'humanité. L'humaniste, dit de gauche, a pour souci principal de garder les valeurs humaines. Il n'est d'aucun parti parce qu'il ne veut pas trahir l'humain, mais ses sympathies vont au plus humble. C'est au humble qu'il consacre sa belle culture classique. L'écrivain communiste aime les hommes depuis le deuxième plan quinquennal. Il châtie parce qu'il aime. L'humaniste catholique, le Tarvenu, le Benjamin, parle des hommes avec un air merveilleux. Quel beau conte de fées, dit-il, que la plus humble des vies, celle d'un docker londonien, d'une piqueuse de bottines. Il a choisi l'humanisme des anges. Il écrit, pour l'édification des anges, de longs romans tristes et beaux qui obtiennent fréquemment le prix Femina. Ce sont, les existentialistes, ce sont des veules. C'est le triomphe de la veulerie. Bon, les existentialistes, c'est la saleté. On figure des existentialistes avec des pots de chambre en main. C'est l'obscénité. Bon, c'est, dit-on, l'excrémentialisme. Quelqu'un dit, autrefois nous avions le mouvement Dada, maintenant nous avons le mouvement Caca. C'est surtout le pessimisme et le désespoir. Il paraît que nous sommes des désespérés. Vous voyez, ça c'est le procédé courant de l'adversaire. D'ailleurs, si nous étions désespérés, nous resterions chez nous. Qu'est-ce que nous venons faire ici? À parler aux gens. Mais en réalité, les gens affirment sans preuve que l'existentialisme, c'est la mode du désespoir. Et il est visible que la plupart, comme le pauvre malheureux qui a écrit l'article de France au combat, n'ont jamais lu une ligne de ce dont ils parlent. Ils sont aidés par de petits snobs et aussi par des commerçants qui y trouvent leur gagne-pain. Mais naturellement, dès que le mot est en vogue, vous avez des gens qui commencent à gagner de l'argent avec. Vous avez par exemple des bars qui se disent existentialistes. Qu'est-ce qui peut faire l'existentialisme d'un bar? La décoration. Vous avez même un couturier existentialiste.
Il n'est pas besoin de vous dire que c'est pas chez lui que je me fais habiller. Le terme même d'existentialisme a été extrêmement mal compris au moment où Sartre a commencé à l'employer. Ici, c'est le 3 novembre 1947, dans une émission radiophonique intitulée Les temps modernes, que Sartre s'en explique et essaye de répondre aux critiques qui ont été adressées à l'existentialisme. Arnaud Thomas, pouvez-vous tenter de définir ce que Sartre entendait par l'existentialisme et de quelle existence s'agit-il dans ce terme ? Oui, alors, ce qu'il faut commencer par préciser, c'est que Sartre n'est pas du tout à l'origine de ce terme d'existentialisme. D'ailleurs, il a commencé par le récuser avant de le reprendre à son compte. Il y a une interview de 1944 dans laquelle il dit l'existentialisme, je ne sais pas ce que c'est, moi je parle de l'existence. Et c'est vrai que là aussi c'est très surprenant, et d'où la déception de Michel Tournier dans le texte qu'on entendait tout à l'heure, de voir Sartre devenir le chef de file d'un courant, d'un mouvement, alors même que sa philosophie telle qu'elle était développée dans L'être et le néant, c'était quand même une philosophie extrêmement difficile, extrêmement complexe. Alors, existentialisme, comment on pourrait le définir assez simplement ? C'est effectivement une philosophie qui va partir de l'existence, qui va essayer de penser l'existence humaine dans sa spécificité, et notamment par opposition à un autre terme de la philosophie classique qui est le terme d'essence. Alors qu'est-ce que c'est qu'une essence ? Une essence, c'est tout simplement la nature de quelque chose, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques fixes, immuables, qui servent à définir cette chose. Et Sartre va lui opposer l'existence qui est au contraire liberté, projet, jaillissement, création. Et évidemment, il va s'agir à partir de là de déduire une politique et une morale, un engagement, puisque Sartre, effectivement, dans l'après-guerre, est quelqu'un qui est extrêmement soucieux de l'engagement. Et par conséquent, il s'agit de tirer les conséquences philosophiques de cette vision de l'existence humaine et de l'opposer à la manière dont la philosophie classique avait pu concevoir l'homme comme un être qui est défini a priori par certaines caractéristiques. Alors précisons encore les choses. Dans le terme d'existence, Sartre y entend, ou plutôt y honore l'héritage de deux philosophes, Heidegger d'un côté et Kierkegaard de l'autre. Et c'est d'ailleurs lorsque, dans l'extrait qu'on a entendu, Sartre se plaint qu'on ait fait de l'existentialisme une philosophie du désespoir, c'est en réalité ici à Kierkegaard que l'on pense. Oui, alors effectivement, Sartre a subi l'influence d'un certain nombre de penseurs. Alors, il y a tout d'abord Husserl, qui est le chef de file d'une école qu'on appelle la phénoménologie, que Sartre interprète comme un retour aux choses mêmes, c'est-à-dire un retour au concret, un retour à la réalité du monde, loin de tout idéalisme. Et puis, il y a effectivement Kierkegaard d'un côté, et puis Heidegger de l'autre, Heidegger qui est un disciple de Husserl. Alors, Kierkegaard est un auteur qui a d'ailleurs influencé assez tardivement Sartre, en fait, qu'il a connu vers 1938, quand Jean Val publie ses études kierkegaardiennes. Et effectivement, le thème du désespoir est quelque chose qui est lié à la philosophie de Kierkegaard. Mais là aussi, comme très souvent d'ailleurs, Sartre fait une lecture qui n'est absolument pas une lecture orthodoxe ou pointilleuse des philosophes. Et donc, il en fait quelque chose qui est profondément à lui, qui est profondément sartrien. Ce qu'il retient de Kierkegaard, notamment, c'est la notion d'angoisse. La notion d'angoisse qui tient au fait que, face à l'infini de ma liberté, eh bien, je me sens totalement angoissé, je me sens pris de panique, je me sens pris de vertige par rapport à l'infinité de mes possibles. D'où effectivement l'attitude qui va consister à se réfugier dans ce que Sartre appelle la mauvaise foi, c'est-à-dire dans l'idée que je serais déterminé par une nature, que je serais déterminé par une situation qui limiterait mes possibles. Et puis donc il y a Heidegger, qui est l'autre grande référence philosophique de Sartre. D'ailleurs, L'être et le néant s'inspire en grande partie du grand texte de Heidegger de 1927, Être et temps. Heidegger étant ici le chef de file de ce que Sartre appelle l'existentialisme athée, par opposition à un existentialisme chrétien, dont Kierkegaard serait plutôt la figure de proue. Et notamment, il reprend à Heidegger sa définition de l'existence, contre Heidegger lui-même, puisqu'il y aura une grande polémique entre Sartre et Heidegger autour de 1946. Heidegger va répondre à Sartre dans une lettre sur l'humanisme.
Mais ce que Sartre retient de Heidegger, c'est l'idée que l'homme se définit essentiellement comme existence, c'est-à-dire au sens vraiment étymologique du terme, celui qui se tient hors de lui-même, c'est-à-dire un être qui ne coïncide pas avec lui-même, un être qui se tient toujours au-delà de lui-même, c'est-à-dire un projet. L'homme est avant tout un projet, dit Sartre, est avant tout une liberté, donc il se projette vers un possible, vers quelque chose qu'il n'est pas, et donc il a un rapport à son être qui est un rapport de néantisation. Il n'est pas ce qu'il est, dit Sartre, de manière complètement paradoxale, et c'est assumé chez lui, et il est ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire il est quelque chose qu'il n'est pas encore, puisqu'il a à se définir. Il n'est pas défini a priori par une essence, donc il a à se définir, et il va se définir par les actes qu'il pose. La grande idée de l'existentialiste, c'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, alors là, c'est vraiment l'impuissance, parce qu'il ne fait plus rien, parce qu'il attend du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre. Tenez par exemple vos sportifs, n'est-ce pas? Ils ont tout à fait tort, en ce sens que nous pensons précisément qu'il n'est pas de corps que l'exercice, la patience ne puisse améliorer. Et par conséquent, l'existentialisme est au contraire pour le sport. Mais surtout, n'est-ce pas, nous pensons que la responsabilité de l'homme est terrifiante parce que l'homme devient exactement ce qu'il décide d'être. Si par exemple, comme on est en train de le faire à présent, nous décidons que la liberté n'existe pas, que la pensée est inefficace, que nous sommes impuissants, que la seule loi, c'est par moments la violence et la plupart du temps la soumission résignée, alors nous ferons arriver ce que nous avons décidé. Et pendant des siècles peut-être, l'homme ne sera plus que cela, rien que cela, et il ne méritera pas d'être davantage. Si au contraire, fût-ce une poignée d'hommes, continue à affirmer que notre destin est entre nos mains, même si demain il doit se produire une catastrophe, pourvu que ces hommes ne lâchent pas prise, l'idée reste. Elle pourrait être reprise par d'autres. Qui sont les pessimistes? Est-ce nous, ou bien sont-ce les gens qui pensent ça et qui nous insultent? Deux choses frappent dans cet extrait, Arnaud Thomès. C'est d'abord la dimension morale de ce que Sartre nomme l'existentialisme. On va y revenir longuement, mais puisque l'homme est libre, même dans les situations les plus écrasantes, puisqu'il ne peut pas ne pas être libre, puisqu'autrement dit, il est condamné à être libre, la formule est restée célèbre, alors s'ensuit une responsabilité de l'homme dans chacune de ses actions, ce qui du coup ne peut pas passer sous silence une forme de morale, et on verra en quel sens le texte, l'existentialisme est un humanisme, est peut-être le plus normatif de ces textes. Mais avant cela, ce qui est absolument frappant, et j'étais encore surprise en l'écoutant là, c'est l'optimisme de Sartre. Il parle en 1947, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et il affirme encore, en gros, qu'il suffit de vouloir pour pouvoir, qu'un sportif, il suffit de vouloir changer son corps pour y parvenir. Oui, ça c'est un thème qui est déjà présent dans la conférence de 1945, puisqu'on reproche à Sartre de développer une philosophie qui est une philosophie pessimiste. Et ça, c'est dû à l'emploi de termes comme désespoir, délaissement, puisque Sartre pense que nous sommes laissés seuls au monde, qu'il n'y a pas de Dieu. La notion d'athéisme est évidemment chez lui extrêmement liée à la notion d'existentialisme. Et donc Sartre essaie d'aller à contre-courant. Il essaie de montrer que sa doctrine n'est absolument pas une doctrine pessimiste, une doctrine qui se fonderait sur une vision négative, une vision pessimiste de l'homme. On entendait tout à l'heure Sartre commenter les lettres de ses auditeurs qui lient finalement l'existentialisme au culte de l'abject. Alors ça, sans doute en référence aux romans de Sartre, qui sont des romans qui n'hésitent pas à décrire la réalité humaine sous tous ses aspects, sous toutes ses formes, y compris celles qui ne sont pas les plus valorisantes pour l'homme. Bon, Sartre, en 1939, pour son recueil de nouvelles Le Mur, a reçu le prix de la littérature populiste. Donc il est lié à une forme de littérature naturaliste. Il n'hésite pas à montrer l'homme, finalement, sous toutes ses coutures et dans toutes ses dimensions. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on l'accuse d'anti-humanisme.
Et donc Sartre veut absolument convaincre ses lecteurs, et là ses auditeurs, puisqu'il s'agit d'une émission de radio, de deux choses. D'une part que même s'il est question de désespoir, la philosophie existentialisme est une philosophie optimiste, et puis d'autre part que c'est une philosophie de l'action. C'est-à-dire que la traduction de cette philosophie existentialiste, c'est quand même l'engagement, c'est quand même l'idée que rien n'est jamais figé, rien n'est jamais déterminé. Et comme l'explique très très bien Sartre dans cet extrait, si je me convainc d'avance que je ne peux rien faire, je ne ferai rien. Donc il ne faut pas y voir ici d'ailleurs une forme, parce que c'est souvent une erreur qu'on commet à propos de Sartre, il ne faut pas y voir ici une forme de volontarisme excessif. C'est-à-dire chez Sartre, la liberté, c'est pas simplement la volonté. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on entend dans cet extrait, hein, lorsqu'il dit « nous ne sommes impuissants que si nous pensons l'être », ça laisse entendre quand même qu'il suffit de ne pas vouloir être impuissant pour ne pas l'être, ce qui est assez étonnant. Oui. Bon, c'est vrai que l'exemple qu'il prend, l'exemple du sportif, c'est une manière pour lui de rebondir sur quelque chose dont il a parlé avant. Et c'est vrai que Sartre a cet art d'utiliser des exemples très très simples, très pédagogiques. Mais en même temps, c'est vrai qu'il ne faudrait pas voir la philosophie de Sartre comme une espèce de culte de la volonté, puisque pour Sartre, nous sommes toujours libres. C'est-à-dire nous sommes libres même quand nous sommes émus, nous sommes libres comme quand nous sommes passionnés, quand nous nous mettons en colère, nous sommes libres de notre colère. Donc la liberté ici, elle doit être entendue avant tout comme la contingence, et puis aussi, c'est-à-dire l'absence de nécessité. Il n'y a rien qui soit nécessaire dans ce que je fais, tout est gratuit. Pour reprendre la formule de la nausée, l'essentiel c'est la contingence. Et puis d'autre part, je me projette toujours vers un possible. Ces possibles ne sont pas, et je pense que c'est ce qu'il veut dire à travers ces exemples du sportif, exemple peut-être un peu naïf comme ça, mais pour frapper les imaginations, c'est que si on a décidé à l'avance qu'on n'arriverait pas à faire tel exploit sportif, on n'y arrivera évidemment pas. Et qu'effectivement, on peut reculer, y compris les limites corporelles, si on s'engage totalement dans son projet qui est de, je ne sais pas moi, escalader une montagne ou traverser la Manche à la nage. Il n'y a rien qui soit donné a priori. Alors, c'est là qu'il faut en venir à la dimension morale, Arnaud Thomas, puisque si rien n'est impossible a priori, cela ne veut pas dire que tout soit permis. Au contraire, il y a certaines valeurs qui ne sont pas données a priori, mais qui sont sans cesse créées ou nourries par l'action, qui vont venir régir ou du moins orienter notre agir. Et c'est vraiment la dimension morale du texte. Et c'est peut-être là qu'on passe de l'existentialisme à l'humanisme, c'est-à-dire d'une philosophie, disons, de la conscience à une philosophie véritablement de l'action, de l'engagement et donc d'une prise de responsabilité morale. Complètement. Il y a une dimension morale très importante dans le texte. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sartre a toujours été quelqu'un qui était absolument obsédé par la question de la morale et qui, à plusieurs reprises d'ailleurs, a voulu fonder une morale. Il y en a une première occurrence dans des lettres qu'il envoie à Simone de Beauvoir en 1939, où il explique qu'il a écrit une morale. On ne l'a jamais retrouvée. Par ailleurs, juste après la conférence sur l'existentialisme est un humanisme, dans les années 47-48, Sartre va écrire des gros cahiers pour une morale qui maintenant sont disponibles, qui ont été publiés de manière posthume, et dans lesquels il essaie de réaliser un traité de morale qui est annoncé à la fin de L'être et le néant. Là aussi, ce sera un échec, puisque Sartre estime que cette morale est encore une morale trop mystificatrice. Et puis, dans les années 60, à la suite de son ralliement au marxisme, Sartre va continuer à essayer de développer une morale dialectique. Donc, tout au long de sa vie, la préoccupation morale sera vraiment une des préoccupations déterminantes de Sartre. Donc, effectivement, là, en 1945, le motif de l'humanisme est un motif qui est hautement moral pour Sartre. Et notamment, effectivement, vous faites bien de souligner la dimension de la valeur dans le texte de Sartre, puisque l'idée de Sartre, c'est que tout acte que je pose est un acte qui a une valeur. C'est-à-dire que les valeurs sont effectivement pas données a priori, on ne peut pas me dire à l'avance ce que je dois faire, mais à chaque fois que je pose un acte, par liberté, je n'engage pas simplement ma propre personne, mais je vais engager toute l'humanité. Et je vais engager donc la définition que je me fais de l'humanité. Voilà, donc l'humanisme de Sartre est effectivement lié à la question
de la valeur et donc à la question de la morale. L'acte que je fais n'est jamais circonscrit à ma propre personne, à mon individualité, mais propose un modèle pour tous les hommes, ou une image de ce que doit être l'humanité. Et c'est ce passage de l'individu ou du subjectif à l'universel qui est le fondement de la morale, mais qui est aussi le plus problématique au sein du texte. Écoutez comment Sartre lui-même le définit. Si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est. Ainsi, la première démarche de l'existentialisme est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Et quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. Il y a deux sens du mot subjectivisme, et nos adversaires jouent sur ces deux sens. Subjectivisme veut dire, d'une part, choix du sujet individuel par lui-même, et, d'autre part, impossibilité pour l'homme de dépasser la subjectivité humaine. C'est le second sens qui est le sens profond de l'existentialisme. Quand nous disons que l'homme se choisit, nous entendons que chacun d'entre nous se choisit, mais par là, nous voulons dire aussi qu'en se choisissant, il choisit tous les hommes. En effet, il n'est pas un de nos actes qui, en créant l'homme que nous voulons être, ne crée en même temps une image de l'homme telle que nous estimons qu'il doit être. Choisir d'être ceci ou cela, c'est affirmer en même temps la valeur de ce que nous choisissons, car nous ne pouvons choisir le mal. Ce que nous choisissons, c'est toujours le bien, et rien ne peut être bon pour nous sans l'être pour tous. Si l'existence d'autre part précède l'essence et que nous voulions exister en même temps que nous façonnons notre image, cette image est valable pour tous et pour notre époque tout entière. Ainsi, notre responsabilité est beaucoup plus grande que nous ne pourrions le supposer, car elle engage l'humanité entière. Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau, et c'était un échafaud. Dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt. C'est qu'il avait du boulot, faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux. Dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux, mais la tête leur faisait défaut. Elle avait roulé de son haut la tête avec le chapeau dans le ruisseau des blancs manteaux. La rue des Blancs Manteaux est un poème écrit par Sartre, ici interprété et chanté par Juliette Gréco. Poème qui pose la question de la responsabilité morale, puisqu'il s'agit de la question de la peine de mort et de l'exécution de certains individus. Ce qui nous ramène au texte qu'on a entendu juste avant, Arnaud Thomès. Comment passe-t-on ? La question se pose, et c'est peut-être la question même la plus importante en morale, et surtout dans ce texte-là. Comment passe-t-on d'une liberté individuelle, qui n'est limitée par rien, à une responsabilité qui est d'ordre collectif, voire même universelle. Au nom de quoi la norme du bien est-elle édictée par un homme lorsqu'il agit ? Oui, je crois que là, c'est le texte le plus épineux de la conférence, parce qu'on peut faire une lecture complètement individualiste de la philosophie de Sartre telle qu'elle s'était développée dans l'être et le néant. On peut estimer que le pour soi, ce que Sartre appelle le pour soi, c'est la conscience individuelle. Et que le projet est avant tout un projet personnel. Or, justement, dans cette conférence, Sartre essaie de fonder sur sa philosophie de l'existence une position morale, ce qui est conforme d'ailleurs à son projet, puisqu'il a toujours voulu passer d'un traité d'ontologie, comme dans l'être et le néant, un traité qui porte sur l'être, donc, à une morale. Et il faut donc passer effectivement d'un point de vue individuel à un point de vue collectif. Et c'est là que Sartre met au point une stratégie qui est
éminemment discutable et qui est effectivement le point le plus contestable et le plus contesté de ce texte, qui consiste à dire que je ne vise jamais simplement par mes actes ma propre personne, mais que je vise toute l'humanité. Et que, en choisissant tel acte, en choisissant par exemple de me marier, eh bien, je ne choisis pas simplement un destin pour moi-même, ou ce que j'estime le meilleur pour moi, mais je choisis, comme le dit très très bien Sartre dans ce passage, je choisis une certaine image de l'humanité. Parce que je ne peux pas choisir le mal. Ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant sous la plume. Bah oui, parce que si je ne peux pas choisir les mal, c'est donc que mon choix n'est pas absolu, et donc que ma liberté est limitée. Exactement, exactement. Or, évidemment, il y a tout un arrière-plan d'ailleurs philosophique et historique là-dedans, puisque le fait de choisir le mal, c'est une vieille question de la philosophie qui remonte à Saint-Augustin et même qui remonte à Platon, et notamment un des grands philosophes que révère Sartre, qui est Descartes, a justement affirmé que mon libre arbitre, c'était même la possibilité de choisir le mal tout en connaissant le bien. Donc je peux, parce que je le veux, choisir le mal tout en connaissant le bien. Et on n'a jamais une philosophie aussi radicale de la liberté que chez quelqu'un comme Descartes. Or, justement, Sartre a attaqué Descartes dans un article sur la liberté cartésienne en disant « mais finalement, justement, Descartes voue la liberté au mal, et puis dès qu'il s'agit de connaissances, on trouve un ordre tout figé d'essence, ma liberté n'est pas suffisamment créatrice. » Et là, dans ce texte, on trouve une limite, une forme de limite à ma liberté. Je ne peux pas choisir le mal. Mais alors oui, cette limite, elle est quand même très étrange, puisqu'il dit « nous ne pouvons pas choisir le mal. Ce que nous choisissons, c'est toujours le bien ». La phrase laisse bien entendre que le bien ne précède pas l'action, mais en découle. C'est parce que nous avons choisi telle chose qu'elle devient le bien. Mais que reste-t-il du bien dès lors qu'il n'est que dans la conséquence et pas dans l'intention? C'est bien parce qu'on choisit, c'est bien parce que ça est. Donc il n'y a plus de valeur morale ici. Ça, c'est aussi le problème majeur de la morale de Sartre. C'est-à-dire que Sartre refuse effectivement de partir d'une définition préétablie du bien. Ce qu'on peut faire si, par exemple, effectivement, on est chrétien, ou si on estime qu'il y a un ordre du monde et que cet ordre du monde nous indique quelles sont les normes à respecter, quelles sont les valeurs à respecter. Pour Sartre, qui est un philosophe de la liberté, l'idée de poser un bien préétabli, c'est évidemment poser une limite à la liberté qui est inacceptable. Mais comme Sartre ne veut pas renoncer à cette idée de bien, parce que ce serait renoncer à la morale, il va poser le bien comme conséquence de mon action. Et là, effectivement, il y a un problème philosophique profond. C'est-à-dire, est-ce que tout à coup, cette valeur n'est pas une valeur simplement subjective? Au nom de quoi est-ce que je peux affirmer que c'est le bien? Alors, le génie de Sartre, ça va consister à dire que je ne choisis quelque chose que pour l'humanité entière. Je ne peux pas choisir uniquement pour moi-même. Et en ça, il est kantien d'ailleurs. C'est agit de telle sorte que les maximes de ton agir puissent être tenues pour vraies par le reste de l'humanité. Ce qui est assez bizarre, parce que là, on retombe dans une morale presque de l'intention, alors qu'il était plutôt dans un conséquentialisme juste avant. C'est très étonnant, parce qu'il est à la fois très anti-kantien. Il y a des passages de la conférence où il attaque Kant, en disant que la loi morale est trop formelle, elle n'est pas suffisamment concrète, et puis en disant qu'il n'y a pas un devoir, contrairement à ce que nous dit Kant. C'est le fameux exemple que prend Sartre de l'élève qui vient le voir et puis qui hésite entre rester auprès de sa mère qui n'a plus que lui, qui a perdu son autre fils, et puis aller s'engager dans la résistance, aller à Londres auprès du général de Gaulle. Et Sartre dit, mais il ne peut pas trancher a priori. C'est finalement son choix. C'est son choix qui va décider de ce qui sera moralement bon finalement. Donc on ne peut pas dire a priori, là encore, quel est le bon choix. Il n'y a pas de bon choix. Le bon choix, c'est finalement le choix que cet élève va faire. Mais en même temps, dans la conférence, il y a des accents qui sont quand même assez kantiens. Notamment, il y a un moment où Sartre dit « Je dois toujours me demander, avant de poser un acte, ce que feraient les autres ». Donc,
effectivement, on retrouve un petit peu la formule de Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs, agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse valoir en même temps comme une loi universelle. Mais Kant, pour Sartre, est un auteur qui reste un auteur trop abstrait, trop formel. C'est vrai qu'il n'y a pas de contenu concret de la loi morale. Et Sartre est à la recherche de ce qu'il appelle lui-même une morale concrète, c'est-à-dire une morale de l'action, une morale qui tient compte des situations. Mais alors en quoi sa morale est-elle plus concrète que celle de Kant, dès lors que le bien ne découle de l'action uniquement et donc ne le précède jamais? Donc le bien est comme un mot vide qui est là uniquement comme une garantie de morale, mais à laquelle il ne donne pas de contenu, et que de l'autre, il souhaite que il dit même que chaque homme, lorsqu'il agit, doit prendre en compte l'humanité entière. Soit il est kantien et donc il n'est pas plus concret que Kant, soit il ne l'est pas, mais il ne donne aucun contenu à l'agir non plus. Alors pour Sartre, une morale concrète, c'est une morale en situation. C'est-à-dire qu'il va falloir tenir compte aussi de mon être au monde, il va falloir tenir compte de ma situation sociale, de ma situation, là par exemple familiale, dans le cas qu'il examine. Et par conséquent, je ne peux pas décider a priori de manière universelle ce que je dois faire. Tout ça va dépendre aussi de la situation. Alors certes, la situation ne détermine pas mon acte, puisque ma liberté est en situation, mais la situation en elle-même n'est pas déterminante. Donc, en fait, l'aspect moral de l'acte ici va tenir dans le fait que cette situation ne m'enferme pas. Certes, je dois décider par rapport à la situation, mais je dois me déterminer aussi par rapport à quelque chose que je pose comme universel. Donc, il n'y a pas d'acte qui ne soit en relation avec une valeur, mais effectivement, cette valeur, elle se discute toujours par rapport à la situation concrète dans laquelle je me trouve. Il ne faut quand même pas oublier que Sartre, dans l'après-guerre, et même au moment de l'occupation, est quelqu'un qui découvre, comme il le dit, la force des choses, c'est-à-dire finalement la force de la situation dans laquelle je me trouve happé. Voilà, si je suis un bourgeois ou si je suis un ouvrier, la morale ne va pas prendre la même forme. Elle ne va pas prendre la même forme. Mais il y a ici effectivement un vrai problème par rapport à l'universalité morale. Oui, surtout, on se demande pourquoi est-ce qu'il a besoin d'insister autant sur la morale, puisque en fait, ce qu'il signifie, c'est tout simplement la liberté. Je pense que Sartre, et il faut voir le texte de la conférence quand même comme un texte circonstanciel, c'est-à-dire que ce texte, lui aussi, il est en situation. Sartre est extrêmement affecté par un certain nombre de critiques qui lui sont adressées, en particulier par les communistes. Il faut savoir que Sartre, pendant l'occupation, a donné des textes aux lettres françaises. Il s'est donc inscrit dans le mouvement de résistance et il envisage un rapprochement avec les communistes dans l'après-guerre qui ne se fait pas parce que, justement, les communistes lui reprochent plusieurs choses. Ils lui reprochent de défendre une forme de quiétisme du désespoir, une philosophie qui n'est pas une philosophie de l'action. Et puis, il lui reproche également ses liens avec Heidegger, philosophe considéré comme nazi à l'époque. Déjà à l'époque, il y a une affaire Heidegger. Et Sartre souffre énormément parce qu'il y a un désir d'engagement chez lui, il y a un désir d'une implication dans le monde, implication qu'il qualifie de morale, implication qui se fait au nom de valeurs. Et notamment, la valeur qui apparaît la plus importante à Sartre, c'est la valeur de l'homme. Il faut s'engager pour défendre l'homme, et avant tout l'homme opprimé, l'homme dominé. Donc la morale de Sartre se complète par un combat politique aussi en faveur des dominés. Et en octobre 1945, paraît le premier numéro, donc c'est tout à fait contemporain de la conférence sur l'existentialisme et un humanisme, paraît le premier numéro des temps modernes, dans lequel il y a ce fameux éditorial de Sartre où il annonce la nécessité pour l'intellectuel de s'engager et de s'engager aussi pour un changement social. C'est-à-dire, il faut bien voir que la morale chez Sartre n'est jamais complètement, et ça on le voit très bien dans les cahiers pour une morale de 1947-48, n'est jamais complètement déconnectée d'un désir aussi de transformation sociale, de combat politique.
Il y a un sens de l'humanisme qui signifie au fond ceci. L'homme est constamment hors de lui-même. C'est en se projetant et en se perdant hors de lui qu'il fait exister l'homme, et d'autre part, c'est en poursuivant des buts transcendants qu'il peut exister. L'homme étant ce dépassement, et ne saisissant les objets que par rapport à ce dépassement, est au cœur, au centre de ce dépassement. Il n'y a pas d'autre univers qu'un univers humain, l'univers de la subjectivité humaine. Cette liaison de la transcendance comme constitutive de l'homme, non pas au sens où Dieu est transcendant, mais au sens même de ce dépassement, et de la subjectivité au sens où l'homme n'est pas enfermé en lui-même, mais toujours présent dans un univers humain, c'est ce que nous appelons l'humanisme existentialiste. Humanisme, parce que nous rappelons à l'homme qu'il n'y a pas d'autre législateur que lui-même, et que c'est dans le délaissement qu'il décidera de lui-même. Et parce que nous montrons que ça n'est pas en se retournant vers lui, mais toujours en cherchant hors de lui un but qui est telle libération, telle réalisation particulière, que l'homme se réalisera précisément comme humain. Sartre tente de définir l'humanisme dont il est question dans ses conférences et dans le titre qu'on leur a donné. L'existentialisme est un humanisme puisqu'il faut distinguer différentes formes d'humanisme. Celui qui l'intéresse est celui qui prend l'homme comme seul législateur de lui-même, ce qui rend compatible, dit-il, l'existentialisme avec l'humanisme. Dans quelle mesure est-ce que cette définition qu'il donne permet de justifier ce tournant, cette conversion qu'il y a chez lui entre une position très critique vis-à-vis de ce qu'on nommait les humanistes à l'époque et la définition beaucoup plus positive qu'il donne à ce terme au sein de ses conférences. Arnaud Thomès. Oui, justement, je crois que ce texte, il est absolument essentiel puisque Sartre, là, se dégage de ce qu'on appelle traditionnellement le subjectivisme. Là, il opère un tour de force rhétorique qu'il opère régulièrement dans la conférence. C'est-à-dire, il distingue deux sens de chaque terme, subjectivisme, humanisme. Et là, notamment, le subjectivisme, chez lui, c'est le fait de partir de la subjectivité. Sartre pense qu'il faut partir du cogito, il faut partir de la conscience. On ne peut pas partir directement du monde, on doit partir forcément de la subjectivité humaine. Mais le subjectivisme, c'est surtout pas, pour lui, le fait de se renfermer dans la subjectivité. C'est surtout pas le fait d'être condamné à une espèce de solitude, à ce qu'on appelle en philosophie le solipsisme. C'est-à-dire que je pourrais démontrer mon existence, mais pas l'existence du monde ou l'existence des autres. Donc là, je pense effectivement qu'on a une réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure par rapport à l'universalité. C'est que s'il n'y a pas de nature humaine, il y a quelque chose quand même comme une universalité de la condition humaine. Il y a un certain nombre de choses qui me définissent, qui sont le fait que je suis jeté dans le monde, que je suis dans le monde. Il y a le fait que je suis au travail dans le monde, dit Sartre. Il y a ma finitude, il y a le fait que je suis mortel, que mes capacités sont limitées. Et puis, il y a ce dont il était question dans ce texte précis que vous venez de lire, qui est le fait que je dois toujours me transcender, c'est-à-dire toujours me dépasser. C'est-à-dire, l'être humain est un être qui ne peut jamais se reposer en lui-même, c'est pour ça que c'est absurde de parler de la philosophie de Sartre comme d'un quiétisme, mais qui doit toujours se projeter vers autre chose que soi, toujours se transcender, toujours se dépasser. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve chez tous les hommes. Donc un dépassement qui va vers une fin particulière, dit-il, qui va vers une réalisation qui est précise, ce qui renvoie là à ce souci du concret dont je parlais tout à l'heure. Mais en même temps, voilà quelque chose qui est absolument commun à tous les hommes. Et donc c'est cette nécessité de se dépasser, c'est cette nécessité de se transcender qui fait notre commune humanité. Humanité commune, ça c'est sûr. De là à parler de précision quant au but à atteindre, c'est beaucoup moins sûr puisqu'il dit que
l'homme se définit par le fait qu'il se dépasse en permanence et que l'homme se réalisera précisément comme humain quand il acceptera sa propre liberté. Mais dire que l'homme va devenir humain, c'est omettre de donner une définition de ce que c'est que l'homme et que l'humain. Sartre ne le définit jamais. Moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Parce que, effectivement, là aussi, il y a deux sens du terme humanisme. Il y a un humanisme que Sartre rejette en bloc, qui est l'humanisme classique, aussi bien celui des humanistes du XVIe siècle d'ailleurs que des humanistes plus contemporains de Sartre, qui consiste à dire qu'il y a une dignité de l'homme. Cette dignité de l'homme, elle tient à un certain nombre de caractéristiques qui sont proprement humaines. Alors, si on se place du point de vue d'un humanisme qui est un humanisme chrétien, on va dire que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et donc, il a une dignité particulière à cause de ce statut. Et si on se place du point de vue d'un humanisme qui est un humanisme, par exemple, hérité de la philosophie des Lumières, on va dire que l'homme a une nature particulière et qu'il se définit, par exemple, par la raison, par la capacité de modifier son environnement. Mais là aussi, on reste dans l'idée d'une nature humaine. Chez Sartre, c'est précisément parce que l'homme ne peut pas être défini, il n'a pas de nature et qu'il a à se définir à chaque instant par ses actes, c'est précisément pour cette raison-là qu'on peut parler d'humanisme. Et donc, voilà en quel sens on peut parler de l'existentialisme comme d'un humanisme. Ce n'est pas du tout un humanisme tel qu'on l'entendait traditionnellement, c'est une nouvelle sorte d'humanisme, un humanisme justement de la transcendance, un humanisme du dépassement. L'homme a sans cesse à se définir et en se définissant, à définir l'humanité qu'il veut. Puisque quand l'homme pose un acte, il ne pose pas simplement son propre désir subjectif ou sa volonté particulière. Il pose l'homme tel qu'il voudrait qu'il soit. C'est ça la position de Sartre. Quand j'étais petite, Annie Cohen-Solal. D'abord, j'avais du mal à comprendre mon identité. Je suis née en Algérie, je suis juive. Et ce qu'on me racontait, c'était que j'étais française de France, avec mon roi Louis XIV et mon pays, le Massif central. Mais ce n'était pas ce que je voyais autour de moi. Ce que je voyais autour de moi, c'était un pays, mais tout était disconnecté. J'étais complètement aliénée. C'est en rencontrant Sartre que j'ai appris d'où je venais, où j'allais. Et c'est quand j'ai rencontré Sartre que j'ai appris qu'il y avait des Français qui pouvaient vous tendre la main. Parce que l'exclusion, c'est quelque chose que j'ai ressenti très tôt en arrivant dans ce pays. J'avais 14 ans. Mais celui qui m'a tendu la main, qui m'a intégrée, qui m'a fait comprendre que j'étais, comme dit l'autre, traversée par les scissions du monde, c'est Jean-Paul Sartre. C'est quelqu'un qui ne se prenait pas pour un mandarin, n'était pas un mandarin. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans. Et quand je suis sortie de cet entretien, j'ai eu un sentiment en marchant sur le boulevard Raspail de empowerment. On ne peut pas le dire en français, mais un sentiment de toute puissance. Pourquoi ? Parce que cet homme qui était au-dessus de tout, puisqu'il avait même refusé le Nobel, mais qui n'avait pas la moindre orgueil, m'avait à moi, gamine de 20 ans, donné l'impression que je pouvais co-construire avec lui le discours qu'il me faisait. Donc en sortant de là, j'avais l'impression que ce qu'il m'avait dit sur Nizan, puisque je faisais ma thèse sur Nizan, avait été construit par nous deux. Alors que c'était lui qui l'avait fait, mais il m'avait donné l'impression que je pouvais l'aider à le faire. Et ça, c'est un truc que je n'ai jamais rencontré dans ma vie, par ailleurs. En fait, ça, il l'a donné à tout le monde. Sartre s'est mis, si vous voulez, au service de l'autre exclu, de l'autre jeune, de l'autre marginal, de l'autre, pour qu'il puisse trouver les moyens de sa propre expression dans une relation absolument magique. Voilà, et c'était ça Sartre, la bonté, la générosité, le fait de ne tirer de sa place aucune arrogance. Tous les samedis, après minuit, on se retrouve près de l'île Saint-Louis, un transi de joie et de folie, pour y parler philosophie. Et c'est là que ma jeunesse explose, que les instruments se mettent à hurler, dans la chaleur et la fumée. Jaillit le moment où l'on ose, et si t'as pas d'imagination, mieux vaut que tu restes à la maison. Ici c'est un endroit sacré, le mot maître c'est d'improviser. Allez viens, viens, à Saint-Germain, allez viens, viens, à Saint-Germain. Merci beaucoup Arnaud Thomaz d'être venu nous parler de l'existentialisme est un humanisme, texte donc plus difficile qu'il n'y paraît. Je renvoie les auditeurs à l'ouvrage que vous avez consacré à Sartre et coécrit avec Philippe Cabestan, qu'on trouve chez Ellipse. Et on se fout et perd
éperdument de ce qui adviendra dans 10 ans. Vive la vie, oh, vive l'instant. Les jupes sont déboutonnées et les filles ne pensent qu'à être aimées. Les garçons ont les cheveux longs et déboutonnent leurs pantalons. Allez bien, bien, bien à Saint-Germain, dans Banda, allez bien, bien, bien à Saint-Germain. Allez bien, 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 allez bien, 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 allez bien, bien, bien à Saint-Germain. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h50. C'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, François Nudelman pour son journal de la philosophie. Bonjour François. Bonjour Adèle. L'architecture est-elle autre chose qu'un agencement d'espace ? Baudrillard, en regardant quelques édifices célèbres, a eu l'intuition qu'elle excédait les fonctions qu'on lui attribue habituellement. Hubert Tonka publie un inédit du philosophe qui repense la relation du réel et du virtuel. Le livre s'appelle « Vérité ou radicalité de l'architecture » et il est suivi de « Y a-t-il un pacte d'architecture ?» chez Sens et Tonka. Hubert Tonka, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur, urbaniste, vous avez été proche de Baudrillard. Dans ce texte inédit, Baudrillard part de la radicalité de l'espace qui est le vide et il semble dire finalement qu'il y a une vérité de l'architecture qui serait une réponse à ce vide. La question qui est posée par Baudrillard sur l'architecture, c'est une question que je lui ai posée en réalité, quelque part, à ce moment. C'est-à-dire que dans le domaine du regard, de la critique, personne ne considérait, je dirais avec intelligence au sens profond du terme, cette science, cet art, cette activité. Et j'avais constaté que son travail sur les objets et notre parcours dans la revue Utopie, puisqu'on est cofondateur de cette revue, posait la question de l'espace. Alors, l'architecture, c'est quelque chose qui intervient dans l'espace, qui construit dans l'espace. Et on voit très bien dans ce livre que Baudrillard, comme d'habitude, d'une façon très, très maligne, considère les deux éléments à la fois pour ensuite lui dire ce qu'il entend. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la radicalité, mais de l'autre côté, il y a aussi quelque chose qui va apparaître comme non-architecture. Et il considère les autres. Il veut surtout montrer que l'architecture n'est pas simplement l'extension indéfinie dans l'horizontalité ou la verticalité. Il essaie de penser quelque chose d'une radicalité qui excéderait aussi l'architecture dans ses fonctions, dans ses matériaux, dans ses plans. Lui, ce qui l'intéressait dans l'architecture est un domaine qui n'intéresse quasiment personne du point de vue philosophique ou du point de vue... Quasiment personne. Non, sévère, quasiment pas. Il y a très peu de textes, notamment contemporains, sur des architectures contemporaines. Alors, ce qui l'intéressait, c'était quel extrême, là, il trouvait et qu'il ne trouvait pas ailleurs. Oui, un extrême. L'extrême. C'est-à-dire que comment je peux pousser un système au bout pour retrouver quelque chose. Donc on voit très bien que dans ce petit livre, dans ce texte court, il y a deux moments. Il y a le moment où il considère l'architecte et l'architecture, d'ailleurs, parce que comme quelqu'un qui va intervenir dans l'espace et qui va lui donner une certaine nature, mais qui est une nature de temporalité, et pas une nature de vide. Et comment une chose se constitue et qui, au contraire, ne me renvoie pas une image d'admiration ou une image de contemplation, mais une image de quelque chose dans lequel je me retrouve. Ensuite, il pose la question du défi. Le défi, c'est est-ce que l'architecture a la capacité d'aller au-delà de la convention, de ses fonctions. Et cette convention, je la trouve ailleurs aussi dans la non-architecture. Donc, qu'est-ce que c'est que cet espace dans lequel nous sommes ? Oui, mais c'est un espace quand même qu'il essaye de jouer, un espace mental, un espace scénique. Par-delà, justement, cet espace à remplir. On sent que pour lui, l'architecture va proposer une scène. Bien sûr. Mais chez Baudrillard, tout propose une scène. Oui. Et toute scène a sa réversibilité, peut se retourner. Oui. Toute scène propose une chose qui, quand la chose est donnée, il y a autre chose. Voilà, il y a finalement un détournement qui excède les fonctions de l'édifice, dit-il, et une courbure qui va déjouer la linéarité. Absolument. Qu'est-ce que offre la possibilité de cette activité humaine qui se découle
couple actuellement entre une activité d'admiration et de séduction et une admiration d'ordinarité. Et dans la rencontre des deux, il y a une question qui est posée, qui est effectivement qu'un espace mental. Oui. Mais alors, cet espace mental qu'il joue semble aller jusqu'à l'épuisement de l'autre espace ou de l'épuisement des données techniques. On a l'impression qu'il y a une sorte de disparition jouée du réel par la saturation même. Et c'est là que la notion de virtuel arrive, par rapport justement à la saturation qui aboutit au kitsch, à la répétition, à la standardisation des formes en architecture, et qu'il joue à ce moment-là la carte du virtuel. Je vais peut-être vous décevoir, mais je pense que l'architecture, pour Baudrillard, n'était pas une question qui se posait. Oui. Ce qui se posait, c'était une question qu'on lui pose et qu'il n'était pas capable de répondre. Il n'était pas capable de répondre. Oui, mais là... Donc, à partir de ce moment-là, il joue tout ça, ce jeu quand même très habile. C'est un texte assez tardif dans sa pensée. Et d'une façon très habile, il recycle. Il revisite, il se réinterroge à travers cette problématique. Alors, mais quand même, c'est juste. À partir de certains édifices, quand même, il observe, c'est Beaubourg, c'est oui, mais ce sont aussi des icônes. C'est-à-dire que presque... Non, dans son livre, il y a deux choses. Il y a les icônes d'abord, et ensuite, il y a les non-icônes. Et il commence par une icône fondamentale qui n'est pas de l'architecture pour lui, c'est une tablette numériques qui sont les sisters, donc il commence par cette tablette-là. Ça, c'est le jeu, je trouve, c'est ce qu'on a oublié chez Baudrillard. C'est assez compliqué, assez complexe. Mais alors justement, cette pensée du double. Oui, Hubert Tonka, pour aller dans votre sens sur le fait que l'architecture n'est peut-être pas le véritable sujet, c'est très intéressant de voir dans ce texte que la radicalité de l'architecture, c'est un modèle pour la pensée pour lui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit, dit-il, pour les architectes, de ne plus jouer le jeu de l'histoire de l'art, de ne plus dans la pensée, peut-être de ne plus jouer le jeu du sens, la comédie de la vérité, dit-il. Hein? Bien sûr, mais est-ce que les architectes, ça existe? Oui, mais enfin, en tout cas, bon, alors... Est-ce qu'il n'existe pas que l'architecture et est-ce qu'il n'existe pas que ce qu'elle nous renvoie? Ensuite, après, l'architecte, c'est souvent un métier. Et là, je pense que Jean ne parle pas de métier, il parle de la question posée. Et tout acte humain, tout dépôt de la pensée, pour lui, est une interrogation. Et l'architecture n'est qu'une interrogation parmi tant d'autres. Mais quand on poursuit cette réflexion, même du point de vue de la philosophie, on se demande si justement il ne parle pas aussi de la saturation. C'est-à-dire, quand il évoque la disparition, c'est très intéressant, il dit, bon, plus on voit de choses, en fait, plus c'est le signe de leur disparition. Ça, c'est une thèse très forte. Donc, il ne faut pas se laisser abuser. Et même, par exemple, à l'égard de la philosophie, on peut se dire, en jouant sur cette idée, qu'elle disparaît par sa saturation, par son asservissement lisse à la culture, à la fonction de communication. Si la pensée est dans ce flux communicationnel et culturel, en fait, c'est qu'elle n'est plus. C'est le signe de sa disparition. Bien sûr. Tout à l'heure, très gentiment, vous m'avez présenté comme urbaniste, ce qui n'est pas faux, j'ai un diplôme, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, je suis plutôt un théoricien et pas un philosophe. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, très rapidement, la philosophie est arrivée à son terme. Elle est arrivée à son terme par une surcroissance philosophique avec une disparition de la pensée théorique, disparition de la pensée théorique qui a détruit la pensée politique et la pensée sociale et culturelle. Donc, tout à fait normal. Je pense que l'édification, c'est le dur. Jean Baudrillard renvoie à autre chose qui n'a pas d'aspect, qui est la philosophie, qui est la pensée. Et il interroge finalement plutôt la pensée que l'architecture. Merci Hubert Tonka. Je rappelle le titre donc de cet inédit de Jean Baudrillard, Vérité ou radicalité de l'architecture, paru chez Sens et Tonka. C'était le dernier journal de la philosophie. Je dois dire au revoir aux auditeurs et aux auditrices de France Culture. Après 11 ans sur cette chaîne, au service de la philosophie. Bel été à vous. Merci François. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve pas demain, mais lundi, car demain, comme tous les vendredis, ce sera Philippe Petit au micro des nouveaux chemins. Philippe Petit qui vous parlera de la grande distribution sous haute tension en compagnie de Marlène Banquet. Quant à nous, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la dernière semaine des nouveaux chemins de l'année. Et pour cette dernière semaine, nous vous proposons de redécouvrir une série d'émissions consacrées au cinéaste Éric Rohmer, diffusée en mars 2012. Et enfin, si de vendredi à lundi, vous ne pouvez vraiment pas vous passer de philosophie, eh bien rendez-vous dimanche à 16h pour le Gai Savoir de Raphaël Antoven avec Paola Rehmann. Raphaël et Paola vous parleront ce dimanche de 1984 de George Orwell.
D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. France Culture, 10h59. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.